Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 novembre 2021 pour le 255e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, mais aussi sur le dossier du MH17, dont l'une des sessions de cette semaine nous a permis d'apprendre des choses extrêmement intéressantes sur la façon dont l'enquête est menée. Sur le plan militaire, du 30 octobre au 5 novembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 15 reprises, durant lesquelles elle a tiré 166 munitions, dont 2 obus d'artillerie de 152 mm, 66 obus de mortier de 120 et 82 mm et un missile anti-char guidé. On est un petit peu moins que la semaine passée, je pense que la météo nous a aidés parce que là ça fait plusieurs jours qu'on a un bon brouillard bien épais, donc bon, ça facilite pas les tirs, hein, forcément quand tu vois pas sur quoi tu es en train de tirer. Durant les dernières 24 heures, il y a eu 4 violations, 18 munitions tirées par l'armée ukrainienne, dont 8 obus d'artillerie de 152 mm et 2 obus de mortier de 120 mm. Les tirs de la semaine ont tué un soldat de la RPD, en ont blessé 2, 3 civils ont aussi été blessés, 3 habitations ont été endommagées. Côté ukrainien, les pertes hors combat sont de 2 morts et 6 blessés, et les pertes au combat sont de 2 morts et 3 blessés. Donc ça, c'est les morts et les blessés issus des tirs de réponse de la milice populaire. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler de déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en amener vers la ligne de front. Bon, on s'en doutait, au vu des vidéos comme celle que je vous ai montrée la semaine dernière, montrant des trains chargés de pièces d'armement lourds en train d'être envoyés vers la ligne de front. On se doutait qu'ils allaient être déployés sous peu, et ça n'a pas loupé, puisque cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 132 pièces d'armement lourd côté ukrainien, c'est-à-dire plus du double de la semaine passée. On a dans le détail 8 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 33 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 18 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 6 mortiers de 120 mm, 42 chars d'assaut T-72, 4 systèmes de défense anti-aérien OSA, 1 véhicule de transport de troupes blindées type BTR, 8 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 7 automitrailleuses type BRDM, 1 véhicule de transport de troupes amphibies type MTLB, et 4 véhicules blindés. Et d'après une nouvelle vidéo publiée sur internet, il semble que d'autres pièces d'armement, entre autres de la 95e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes, sont en train d'être envoyées vers Gorlovka. Gorlovka, donc, qui est la nouvelle direction vers laquelle ils ont l'air d'intensifier les bombardements. Oui, peut-être une... J'ai l'impression qu'ils sont en train de tester un peu, ils bombardent un endroit, ils regardent un peu, après ils essayent un autre endroit, ils ont bombardé la périphérie de Donetsk, un peu le sud, ils ont bombardé Gorlovka. T'as l'impression qu'ils essayent de tester un petit peu les lignes de défense. Bon, bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne mais massivement brouiller les signaux des drones de l'OSCE, comme la semaine dernière, c'est quasiment toute la carte, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est comme j'ai dit la semaine dernière, on ira plus vite, en nous indiquant où est-ce qu'ils n'ont pas brouillé les signaux des drones de l'OSCE, voilà. Alors concernant la situation autour de Staro-Marievka, alors c'est du grand n'importe quoi. Le quartier général de l'armée ukrainienne continue de nier en disant non, nos soldats n'occupent pas le village, alors que les médias ukrainiens interviewent ces mêmes soldats près du village, dont certains avec même visible l'écusson de la division SS Galicie. Je vous montre la capture d'écran, je pense que ça se passe de commentaires, donc division SS Galicie, donc division ukrainienne de la SS, je pense que ça se passe de commentaires, non, mais il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine, bref, alors je comprends pas trop ce démenti, si je comprends ce démenti qui est contredit par les faits, tout simplement parce que contrairement à ce que raconte le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kouleba, qui nous dit que il n'y a pas de zone grise dans les accords de Minsk, alors la zone grise n'est pas dans les accords de Minsk à proprement parler, mais elles font partie d'un autre document qui fait partie du paquet de mesures. Parce qu'on dit généralement accord de Minsk, mais en fait, on devrait plutôt dire le paquet de mesures de Minsk. Parce que tu as plein de documents. Tu as les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2, entre autres les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Mais en fait, c'est un document qui avait, sous l'égide de l'OSCE, créé une zone grise qui devait être démilitarisée pour justement enclencher la désescalade.
Donc s'il y a une zone grise qui est prévue par le paquet de mesures, donc cette invasion de la zone grise est une violation des accords de Minsk au sens large par l'Ukraine. Hein. Alors on a eu un truc assez extraordinaire, c'est que la 93e brigade a même essayé de faire passer cette opération du 26 octobre pour une mission humanitaire qui devait être accompagnée, soi-disant, hein, qui avait besoin de sécurité, que c'était demandé soi-disant par les autorités militaro-civiles. Les autorités militaro-civiles de quoi ? Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Puis arrêter les gens qui avaient un passeport russe dans le village, c'était aussi à vocation humanitaire. Non, c'est pour arrêter les conneries 5 minutes. Non, fallait oser là. Fallait oser. Si ça avait pas été un truc aussi sérieux et grave, franchement, je l'aurais mis dans le Maïdan Empire, ce truc-là. Parce que c'est quand même épique. Hein. Je veux dire, les mecs, ils envahissent un village dans la zone grise. Oui, c'était pour accompagner et sécuriser une mission humanitaire. Mais oui, bien sûr. N'importe quoi. Bon, par contre, de son côté, l'OSCE note dans ses rapports avoir vu un drapeau ukrainien et des barbelés installés au sud-est de Marievka, hein, confirmant la capture du village par l'armée ukrainienne, contrairement à ce que raconte l'état-major. Je veux dire, les barbelés aussi, c'est à vocation humanitaire ou comment ça se passe? Non, du grand n'importe quoi, bref. Bon, par contre, au rayon bonne nouvelle, on a eu confirmation qu'on a bel et bien détruit le ponton qu'ils avaient installé sur la Kalmus au moment où ils s'apprêtaient à faire passer des BTR dessus, donc des véhicules de transport de troupes blindés. Donc là on a on a dit stop. Donc là le ponton il est détruit. Il y a toujours une espèce de moitié de pont en fait qui leur permet quand même toujours d'envoyer des hommes à pied par contre. Hein. Donc bon, il faut vraiment les déloger de là. Ça c'est clair. Autre mauvaise nouvelle, eh bien on a la nomination de Dmytro Yarosh comme conseiller du commandant en chef de l'armée ukrainienne. Alors Dmytro Yarosh, pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'ancien chef et fondateur de Secteur Droit, hein, donc l'organisation néo-nazie dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, fondateur aussi de l'armée des volontaires ukrainiens. Bon, c'est un authentique néo-nazi, hein, le mec se revendique de Stepan Bandera sur le plan idéologique. Donc je rappelle, Stepan Bandera, collaborateur en chef de l'Allemagne nazie en Ukraine. D'ailleurs, le drapeau de Secteur Droit est celui de l'OUN, l'organisation de Bandera, hein, rouge et noir. Donc, je rappelle, l'organisation qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a activement participé à l'extermination des Juifs, des Polonais, des Tziganes, des prisonniers soviétiques, de guerre soviétique, etc. Bon, hein, des gens tout à fait sympathiques. Bon, une fois qu'on a établi son pédigré, vous comprenez mieux pourquoi sa nomination comme conseiller du commandant en chef de l'armée ukrainienne a de quoi inquiéter, surtout concernant le Donbass, vu que le Gugus a quand même appelé à la dérussification de l'Ukraine, a appelé plusieurs fois à relancer le conflit dans le Donbass, à reprendre les territoires des actuels RPD et RPL par la force. Il a aussi appelé à mener des attentats terroristes en Russie, ce qui lui a valu d'ailleurs à une époque de finir sur la liste des personnes recherchées par Interpol, à la demande de la Russie. Alors pourquoi cette nomination? Bon, je pense clairement que Zelensky manœuvre assez habilement pour faire d'une pierre 3 coups, en fait. La première, c'est qu'en le nommant à ce poste, en fait, il se met les néo-nazis ukrainiens dans la poche, hein, tous ceux qui servent aussi bien dans l'armée régulière que dans les fameux bataillons spéciaux, et comme ça, il pourra les envoyer se faire massacrer dans le Donbass au lieu de les voir manifester sous ses fenêtres. Le deuxième coup, c'est que en relançant le conflit dans le Donbass avec l'aide des drones Bayraktar et des javelines, Zelensky espère forcer la Russie à intervenir pour protéger les 600 000 habitants de la RPD et de la RPL qui ont la citoyenneté russe. Peu importe d'ailleurs si la Russie ne fait que défendre ses citoyens, c'est clair que toute la communauté dite internationale, bon en réalité les occidentaux, va hurler qu'elle agresse et qu'elle envahit l'Ukraine, etc., etc. Le but pour l'Ukraine n'est pas d'obtenir une victoire, ce que j'ai déjà dit, hein. Le but c'est d'obtenir une défaite militaire qui lui permettra de bloquer Nord Stream 2, hein, puisque je rappelle que la certification de Nord Stream 2 est encore en cours, donc ils ont une petite fenêtre durant laquelle ils espèrent pouvoir saboter ce projet. Le but pour l'Ukraine, c'est de maintenir bien sûr le transit de gaz russe après 2024 et la manne d'argent qui va avec, hein, parce que les Russes payent une taxe de transit pour le gaz qu'ils envoient vers l'Europe à travers l'Ukraine.
Et puis le troisième effet qui se coule, c'est que la guerre c'est super pour faire diversion concernant tout ce qui est problèmes internes, et pour le moment il y en a beaucoup qui commencent vraiment à s'accumuler, des problèmes en interne en Ukraine, les gens manifestent dans les rues contre le manque de chauffage. Là j'ai appris qu'à Odessa ils ont toujours pas allumé le chauffage. C'est peut-être temps là quand même, hein. Je veux dire, les gens manifestent dans la rue à cause de ça. Bon, je parle même pas des hausses de charges communales sans fin qui font que les gens n'arrivent plus à payer. Là, il y a les gens qui manifestent aussi contre la vaccination. Et sous peu, il va y avoir d'autres problèmes d'électricité et de chauffage en Ukraine, puisque la Russie a cessé de fournir du charbon à l'Ukraine depuis le 1er novembre. Donc là, l'Ukraine a dit oui, mais c'est bon, on va en acheter à la Pologne, aux États-Unis et à l'Afrique du Sud. Oui, mais vu le prix, je sais pas où vous allez chercher l'argent, ça va être très intéressant. Enfin si, je sais, vous allez mendier encore une fois auprès de Washington et de Bruxelles. Bon, je pense que Zelensky a décidé de jouer son va-tout en espérant entraîner la Russie dans le gouffre vers lequel se dirige l'Ukraine. Ça se reflète d'ailleurs dans les déclarations d'officiels américains, hein, le côté on se dirige vers la guerre et on prépare l'opinion publique. Hein, donc là on a eu Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, qui est venu, qui te parle de plans en cas d'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Bon, en clair, les mecs, ils ont donné leurs ordres à Zelensky et il fera ce que Washington lui a dit, c'est tout. Donc, faut s'attendre à une nouvelle escalade dès que les conditions le permettront, tout simplement. Je vais reparler un petit peu de ces exhumations qui ont lieu en RPD et en RPL. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en RPL, il était prévu d'ouvrir la très très grande fosse commune qui est située à Vidnoye, près de Lugansk, où on estime qu'il y a à peu près 500 corps. Donc ça a commencé, ils ont déjà ouvert complètement 2 tranchées de la fosse commune. Résultat, 165 corps ont été exhumés, ce qui fait qu'au total, en RPL seul, on en est à 292 corps exhumés cette année. Pour l'instant, les inspections autour de ces 2 premières tranchées n'ont pas permis de trouver les autres. Mais il y en a, c'est clair. Hein, je veux dire, mais le site est énorme, donc il faut qu'ils continuent de chercher pour trouver où se trouvent les autres tranchées dans lesquelles d'autres personnes ont été enterrées. Hein, parce que bon, là, on en a 165 sur à peu près 500, donc ça veut dire qu'il doit y avoir au moins 2 voire 3 autres tranchées quelque part dans les environs, mais voilà, faut arriver à retrouver, quoi. Je veux dire, après autant de temps, c'est pas aussi simple que ça. Situation économique très vite fait, comme prévu, la RPD a décidé d'augmenter les retraites de 20% au 1er janvier 2022 et les salaires des fonctionnaires de 25% à la même date, ce qui porterait entre autres la retraite minimum de 6 571 roubles à 7 460. Je rappelle que l'objectif, hein, c'est d'atteindre le niveau de retraite et de salaire de la région voisine de Rostov. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche tout doucement, donc ça c'est aussi une bonne chose. La RPL fera aussi très certainement la même chose, puisque généralement on fait ça de manière parallèle. Et donc comme je vous le disais, le gros dossier de cette semaine, c'est le dossier du MH17. Où, eh bien, il y a eu cette semaine, entre autres, la session du 1er novembre, qui a été instructive et édifiante à plus d'un titre. Donc il y a 1 an et demi, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous vous en souvenez, je vous avais dit que ce truc était le procès de la honte, hein, quand ce truc avait ouvert. Je vous avais expliqué pourquoi ce tribunal est une complète parodie. Je résume les arguments pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque. Bon, déjà le procès a commencé alors que l'enquête n'est pas terminée, ce que je trouve complètement aberrant. Hein. Je veux dire, l'enquête ne devrait pas se poursuivre pendant le procès. Je veux dire, tout devrait déjà être prêt. Il n'y a plus qu'à juger les accusés, c'est tout. Enfin, je veux dire, ça c'est délirant. La plupart des témoins sont anonymes, impossible donc de vérifier de qui il s'agit. Ça peut être des gens qui n'étaient pas du tout là ce jour-là, on peut pas vérifier s'ils étaient sur place si tu sais pas qui c'est. Donc tu peux pas vérifier réellement la fiabilité de leurs témoignages. Ça pourrait être des agents du SBU, des nationalistes ukrainiens prêts à mentir pour salir la Russie, ou des prisonniers torturés à qui on a fait dire ou signer n'importe quoi. La défense ne peut pas les interroger autrement que par écrit, ni avoir accès à la totalité des dépositions de ces témoins, hein, seulement certaines parties qui sont choisies par le procureur et les juges d'instruction. Donc bon, déjà vous commencez à voir un petit peu le topo. Les procureurs font de la rétention d'informations à une échelle mais industrielle.
ça passe par le refus systématique de donner aux avocats des compléments d'enquête, de pouvoir poser plus de questions, d'avoir accès à tous les documents, hein. Vous vous souvenez, le fameux schéma, hein, qui avait été dessiné par un témoin et que les avocats de la défense ont reçu complètement noirci. C'est très pratique, ça, comme schéma. Et puis je rajoute quand même qu'un des procureurs principaux a quand même été impliqué dans un énorme scandale judiciaire en Argentine, hein. Il a envoyé un innocent pendant 8 ans en prison alors qu'il n'y avait rien dans le dossier. Depuis, il a quitté le procès, hein. Après cette révélation, on se demande pourquoi. Bref... Entre autres, à part les témoins anonymes et les photos photoshopées et les vidéos retouchées à la vas-y comme je te pousse avec des boucs qui ressemblent à des salades de pixels, le gros des preuves de l'implication des accusés dans le crash du MH17, ce sont les enregistrements de conversations téléphoniques que les services secrets ukrainiens, le SBU, a fournis à l'équipe d'enquête internationale. Je rappelle que dans leur documentaire MH17 pour que justice soit faite, Bonanza Media avait fait appel à un expert judiciaire assermenté, malaisien, Akash Rosen, qui avait analysé plusieurs des conversations que le SBU avait publiées, hein, ouvertement sur sa chaîne YouTube, et l'analyse avait montré très clairement que les conversations avaient été trafiquées. Je parle bien de trafiquées, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'a essayé de nous raconter après la procureure néerlandaise qui avait balayé cette analyse d'un revers de la main en disant oui mais bon c'est normal, hein, pour publier sur YouTube il faut éditer l'audio. Oui mais non, il y a une différence entre couper juste les morceaux intéressants, parce que tu vas pas mettre un enregistrement téléphonique de 30 minutes sur YouTube, et couper des morceaux de phrases et les réassembler ensemble pour refaire une nouvelle conversation, si tu veux. Hein, voilà, Akash Rosen, il connaît mieux son travail que toi, donc elle aurait mieux fait fermer sa gueule sur ce coup-là, cette procureure. Procureur qui avait aussi dit que, de toute façon, son analyse ne valait rien, parce qu'il l'avait fait sur une copie, hein, celle qui avait été publiée sur YouTube, et pas sur les fichiers originaux. Hein, voilà. En plus, elle nous avait raconté qu'un des protagonistes avait soi-disant confirmé avoir tenu ses propos. Sauf que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est l'un des protagonistes en question, et bien c'est Kozitsyn, qui soi-disant aurait admis lors d'une interview qu'il avait bien tenu les propos qui sont dans un des enregistrements. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas. C'est l'interprétation qu'en fait le journaliste, parce que à un moment Kozitsyn a répété quelque chose qu'il a dit dans la conversation. Oui, mais ça veut pas dire qu'il a dit ce qui était dedans. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu répètes à un moment une phrase que tu as dit que la façon dont la conversation a été présentée est véridique. Hein, je vous avais déjà expliqué à l'époque, hein, si je dis je déteste les meubles noirs mais j'aime les gens, et puis que tu prends les morceaux adéquats et puis que tu me fais dire que je déteste les gens noirs, est-ce que ça veut dire que j'ai réellement tenu ces propos? Non, j'ai bien énoncé les mots qui sont dedans, mais pas dans l'ordre dans lequel on me le présente, si tu veux. Donc voilà, ça c'est complètement fallacieux comme argument, et on avait on va dire, un petit surplus d'arguments de la part de l'Institut médico-légal des Pays-Bas, hein, le NFI, qui disait que oui, il faut mener une telle expertise sur le fichier original et qu'il fallait avoir des hypothèses de manipulation à vérifier avant de se lancer dans l'analyse visant à les confirmer ou pas. Non, si t'es un vrai expert, tu regardes le truc et tu sais quel type de manipulation ont pu avoir lieu. Akash Rosen l'a vu, hein, il a analysé vraiment l'audio et il a dit à tel endroit, on voit que voilà, ça a été coupé, là ça a été coupé, là ça a été coupé, et on voit que voilà, ça vient peut-être de conversations différentes, etc. à certains endroits. Donc je dirais, il connaît son métier mieux que vous, hein. Chose qui a été prouvée lors de la session du 1er novembre. Ouais, où tout ce petit monde qui avait pris Akash Rosen de très haut, là pour le coup il ferait bien de lui présenter des excuses publiques, hein, parce que on a découvert donc le 1er novembre lors de cette nouvelle session du tribunal que depuis 7 ans l'équipe d'enquête n'avait pas fait de véritable analyse audio des enregistrements téléphoniques qui servent quand même de preuve dans cette affaire. C'est-à-dire que le JIT qui avait assuré lors d'une conférence de presse que le NFI
avait authentifié les enregistrements de conversations téléphoniques fournis par le SBU, c'est-à-dire que le JIT avait menti. L'équipe d'enquête internationale a menti quand ils ont affirmé qu'ils avaient fait authentifier les fichiers. Parce que là, le 1er novembre, on a une des juges d'instruction qui nous a sorti au KLM qu'en 7 ans, personne n'avait déjà fait, ne serait-ce que le truc de base, une analyse comparative de la voix sur les 14 enregistrements qui sont attribués à Poulatov. Pour vérifier que c'est bien lui. Hein? Bah oui, ce serait peut-être pas mal quand même. Non? 7 ans, sans rien faire. Et le NFI a justifié ça en disant que oui, mais on n'a pas de conversation témoin convenable pour faire cette comparaison de voix. Voilà. Alors, résultat, cette année, bon, ils sont quand même finalement décidés sur demande des juges à comparer 12 des 14 conversations entre elles, les 2 autres étant jugées trop courtes pour être pertinentes, pour voir si c'est la même voix. Voilà. Voilà, pour voir si c'est la même voix et pour parvenir à la conclusion qu'il y a de bonnes chances que ce soit toujours la même personne qui parle. Mais on sait toujours pas si c'est Poulatov. C'est intéressant. 7 ans pour faire cette vérification de base. Et attendez, on continue. On continue, parce qu'après ça, donc la Cour a demandé au NFI de vérifier si les fichiers audio auraient pu être trafiqués. Hein. Et alors là, l'explication du NFI est juste grandiose. Puisque cet institut a déclaré ne pas pouvoir faire cette vérification, parce que, je cite, « Les discussions ne sont ni en anglais, ni en néerlandais, ni en russe. » Et qu'ils n'ont pas les experts pour analyser des conversations en russe. Je rappelle, cet institut a craché à la gueule d'Akash Rosen. Hein? Et là, ils sont en train d'admettre face aux juges d'instruction qu'ils ne sont pas capables de mener l'analyse audio que l'expert malaisien a réussi à faire sous prétexte qu'il ne parle pas la langue. Alors que Rosen, il ne parle pas le russe non plus. Hein? Mais ça ne l'a pas empêché de faire une analyse des flux audio sans comprendre ce qui se dit, mais qui lui a déjà fourni des éléments qui indiquent une manipulation des fichiers. Hein, comme je disais, des morceaux de phrases qui ont été entre autres coupés bout à bout, coupés et puis remis bout à bout pour créer une nouvelle discussion. Hein, des éléments qui venaient de discussions différentes avec des bruits de fond différents. Je veux dire, ça, il n'avait pas besoin de comprendre le russe pour le voir, si tu veux. Alors déjà ça, c'est délirant. Déjà ça, tu te dis, alors les mecs, ils ont craché à la gueule d'Akash Rosen, ils sont même pas été capables de faire l'analyse que lui, il a faite. Alors qu'il parle pas le russe non plus. Donc déjà, on commence bien. Et là où ça devient encore mieux, c'est que devant ce problème, les juges d'instruction ont donc demandé au centre d'expertise médico-légale de Lituanie de faire l'analyse. Bah oui, parce que t'as plein de russophones en Lituanie. Ce qui est assez intéressant et que j'ai découvert après la publication de mon article, c'est que c'est le même centre d'analyse qui avait été utilisé par Bellingcat. Donc déjà ça pue. Hein, voilà. Alors, outre le fait que ces derniers se sont contentés d'écouter les discussions pour voir si le déroulé est logique, ce qui est complètement débile, hein, parce que, enfin, non. Ce qu'il faut, c'est analyser comme Akash Rosen l'a fait. Hein. Ils ont juste regardé aussi si le bruit de fond était cohérent. Voilà, donc ils ont fait une analyse technique bien moins poussée que ce que Rosen a fait. Et on apprend que leur rapport a été rendu quand? Le 22 octobre 2021. C'est-à-dire que pendant 7 ans, personne n'avait analysé ces enregistrements pour vérifier leur authenticité et voir s'ils n'avaient pas été trafiqués. 7 ans. Voilà. Et alors, le must du must, la petite cerise sur le gâteau, on apprend à la fin de la tirade de la juge d'instruction que les fichiers analysés par le centre lituanien, c'était des copies et pas des originaux. Avec un format en plus différent d'un fichier à l'autre, un coup mono, un coup stéréo, des codecs d'encodage différents, donc il n'y avait pas un fichier identique à l'autre en matière d'encodage. Pardon ? Vous envoyez pour analyse des preuves, vous envoyez même pas les originaux ? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Alors ce qui est pas mal, c'est que le centre d'expertise lituanien a déclaré que le fait que les codecs changeaient d'un fichier à l'autre, ça ne gênait pas l'analyse. Si on suit cette logique, donc le fait que Rosen avait analysé les versions publiées sur YouTube de ces conversations téléphoniques n'est pas un problème, puisque d'après le centre lituanien, peu importe le codex, l'analyse est juste. Rosen 1, procureur 0. Et en plus, si l'analyse de Rosen était bonne à jeter sous prétexte qu'il n'avait pas eu accès aux originaux,
bah l'analyse du centre lituanien doit finir au même endroit, on est bien d'accord. Hein, ça peut pas servir de preuve, puisque ça viole les principes édictés par le NFI lui-même. Rosen 2, procureur 0. Moi j'ai pas mal de questions quand même à poser sur le niveau d'expertise de ce centre en matière de fichiers audio numériques. Quand on voit que le NFI se dit incapable de détecter si les conversations auraient pu être créées par clonage de voix. Parce que oui, ça existe, il y a des logiciels qui permettent avec quelques secondes d'échantillon d'une voix de recréer cette dernière plus vraie que nature. Mais bon, il existe quand même des méthodes et des logiciels, entre autres basés sur l'intelligence artificielle, qui permettent de détecter une voix clonée par rapport à une voix naturelle, avec un taux de détection genre à 95% minimum ou un truc comme ça. Donc quand le NFI, l'Institut néerlandais, te dit ouais mais ça on peut pas le déterminer, ben, c'est quoi vos experts, ils ont appris quoi en fait, hein, à part à écouter des conversations que en anglais ou en néerlandais, hein, je veux dire, si c'est ça votre niveau d'expertise, je suis désolée mais ça vaut que dalle. Et autre question que moi j'ai, bah, je voudrais déjà savoir comment ça se fait qu'il a fallu 7 ans et le début du procès pour que les preuves de l'implication de Poulatov dans le crash du MH17, à savoir ces fameux enregistrements de conversations téléphoniques, soient enfin analysés et authentifiés. C'est pas inquiétant de voir un homme accusé d'un crime aussi grave sur base de trucs qui ont même pas été vérifiés? C'est pas mal quand même, parce que oui, la seule implication, la seule preuve, à part les témoignages anonymes de son implication, c'est les conversations téléphoniques. Donc là, c'est quand même gravissime. Deuxièmement, je voudrais savoir pourquoi le centre d'expertise lituanien n'a pas reçu les fichiers originaux, mais des copies, et en plus dans des formats complètement farfelus. Je rappelle quand même que l'authenticité et le fait de travailler sur les fichiers originaux, le matériel original, pour un centre d'expertise médico-légale, c'est quand même la base. Voilà. Et puis surtout, pourquoi les fichiers étaient tous encodés avec des codecs différents? Ouais. Moi, je pense que ça veut dire que même le procureur ENCO, ils n'ont pas les fichiers originaux. Parce que s'ils avaient eu les fichiers originaux et qu'ils avaient fait un batch de copies sous un format, voilà, pour simplifier le transfert au gars du centre lituanien, tu devrais avoir le même codex. Tu fais un traitement de masse. Tu fais un traitement de masse sur les 14 fichiers. Tu devrais avoir le même codex partout. Moi je pense que ce qui s'est passé c'est que le SBU a fourni les conversations morceau par morceau et que c'est pour ça qu'on se retrouve avec des codex différents, parce qu'un jour ils ont filé 3 conversations et puis la fois d'après ils en ont filé 2, puis la fois d'après ils en ont filé 4 et puis ils ont filé le reste après, et à chaque fois c'est quelqu'un de différent qui a dû encoder les fichiers, et c'est comme ça que tu te retrouves avec des trucs pareils. Je vois pas comment c'est possible autrement. Moi je pense que les avocats de Poulatov, ils feraient bien de soulever un petit peu ces questions-là et demander 2-3 petits éclaircissements au juge d'instruction, savoir entre autres s'ils ont réellement les originaux, et si oui, pourquoi ils ont fourni des copies au centre d'expertise qui est chargé de les analyser, hein, parce que je pense que l'explication risque d'être très intéressante. Ça serait bien aussi, je pense, qu'ils demandent un accès aux fichiers originaux pour pouvoir les faire analyser, hein, par un expert indépendant. Ils ont déjà une très bonne adresse, hein. Je pense que les gars de Bonanza Media seront ravis de leur filer les coordonnées d'Akash Rosen, qui est, je rappelle, quand même un expert judiciaire assermenté, reconnu en Malaisie, hein, qui témoigne devant les tribunaux de l'authenticité ou non de fichiers audio ou vidéo qui doivent servir de preuve dans les procès. Donc si tu veux, c'est pas un débile, il a un CV long comme le bras, et il a largement les compétences pour faire ce genre de choses. Moi, bon là, j'estime que c'est absolument inacceptable de laisser une farce sinistre tenir lieu de procès dans une affaire aussi grave que celle du MH17. Je veux dire, là, c'est du grand n'importe quoi. On va parler de l'évolution de la situation en Ukraine, où ça y est, la médiatrice ukrainienne aux droits de l'homme s'est enfin réveillée concernant la présence de données personnelles d'enfants sur le site Mirodvorets, hein, donc le fameux site de néo-nazis ukrainiens où ils listent tous les ennemis de l'Ukraine, et où ils avaient inclus il n'y a pas très longtemps Faina Savenkova. Faina avait écrit à Volodymyr Zelensky, puis bon, vu qu'il ne réagissait pas, elle a écrit au secrétaire général de l'ONU, qui a envoyé une copie de sa lettre à
l'UNICEF, et l'UNICEF a réagi assez rapidement, il faut quand même dire ce qui est, et ils sont tombés sur le râble des autorités ukrainiennes. Donc une transcription d'une partie de la réponse de la lettre de l'UNICEF a été publiée par la représentation de la Russie au sein de l'ONU, sur sa chaîne Telegram. La lettre de l'UNICEF rappelle que Faina, comme d'autres enfants, a le droit légitime d'exprimer sa position et d'être protégée de toute attaque et agression quand elle le fait, et que l'UNICEF prévoit de discuter de la situation avec les partenaires concernés en Ukraine et de parler à Faina elle-même, à qui la fondation souhaite bonne chance et inspiration créative. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre de l'institution. Bon, il semble qu'ils sont bien tombés sur le râble de leurs partenaires concernés en Ukraine, puisque dans la foulée, la médiatrice aux droits de l'homme ukrainienne, Madame Denisova, a demandé à la police ukrainienne et au SBU de faire retirer du site Mirotvorets les informations qui concernent les enfants. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre, par contre, parce que bon, j'ai vérifié, pour l'instant, la fiche de Faina dans le purgatoire de Mirotvorets est toujours là, donc je pense que ça va prendre un peu de temps, mais c'est bien qu'ils se soient pris déjà un premier coup de semonce de la part de l'UNICEF, donc bravo à cette organisation de faire son travail correctement, vraiment, merci beaucoup à eux, parce que la présence d'enfants dans ce site est totalement inacceptable, enfin je veux dire, c'est vraiment, là on touche le fond. Et puis pendant ce temps-là, alors c'est pas un pendant ce temps-là à Kiev, c'est un pendant ce temps-là chez Politico, Politico qui est donc un média, eh bien les journalistes ont loupé leur cours de géographie, puisque deux d'entre eux nous ont pondu je sais pas si je dois appeler ça un article ou un torchon, je pense le deuxième qualificatif est beaucoup plus approprié, sur le renforcement militaire de la Russie près de la frontière ukrainienne. Le but bien sûr c'est de faire flipper tout le monde. Sauf qu'ils te disent que la photo satellite, qui prouve que là il y a accumulation de pièces d'armement, elle a été prise à Yelnya, en Russie. Yelnya, qui est non loin de Smolensk, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et donc de la frontière biélorusse, et pas du tout de la frontière ukrainienne. Non. Il y a 250 km entre Yelnya et la frontière ukrainienne, les enfants aussi. Ça, pour vous, c'est près de la frontière ukrainienne. Je pense que vous et moi n'avons pas la même notion en matière de distance. Je pense que vous avez dû louper quelques cours sur les mètres et kilomètres. Vous avez dû confondre, je sais pas. Non. Yelnya est près de la frontière biélorusse et pas de la frontière ukrainienne. Non. Vous auriez pu faire ça s'ils avaient fait ça dans la région de Rostov. Là, oui, là, ça aurait été un petit peu plus justifié. Mais non. Ça serait bien quand même que les journalistes occidentaux remettent un jour le nez dans un truc, même pas dans un atlas de géographie, Google Maps. Je veux dire, les cartes que je vous ai faites, c'est Google Maps et Yandex Maps. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de regarder... Bien sûr, ils comptent sur le fait que la plupart de leurs lecteurs vont être trop fainéants pour aller regarder où se trouve Yelnya. Voilà, ils vont gober tout ça tout cru. Et c'est là qu'on voit l'importance quand même pour les gens de se réinformer, de chercher les informations par eux-mêmes et de vérifier en fait. Mais c'est catastrophique parce que ça devrait pas être aux gens de faire ça. C'est le travail des journalistes, ça. Et les journalistes occidentaux ne le font plus et ça c'est gravissime. Voilà, donc voilà quelle est la situation. Donc je pense que maintenant que les maîtres américains de l'Ukraine sont venus donner leurs ordres et plans et que maintenant ils ont mis un néo-nazi comme conseiller du commandant en chef de l'armée ukrainienne, je pense que ça va plus trop tarder à déraper. Voilà, je pense que là ils sont en train de tester un petit peu la défense à plusieurs endroits pour voir où est-ce qu'ils peuvent tenter quelque chose. Mais oui, il va falloir s'attendre à une escalade. On le voit pour l'instant, de plus en plus de civils blessés, d'habitations endommagées, utilisation de l'artillerie lourde. Ouais, c'est pas bon, voilà, l'utilisation pour la première fois du drone turc Bayraktar l'autre fois. Bon, c'est pas bon signe, mais de toute façon on s'y attendait, la situation en Ukraine devient tellement catastrophique, voilà, il y a plus d'autre échappatoire pour Zelensky en interne, et pour les Américains, c'est la dernière fenêtre de tir pour essayer d'empêcher Nord Stream 2 d'être mis en service, tout simplement. Voilà, donc situation à suivre de très près. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Telegram, je vous le recommande hautement. Comme je l'ai dit la dernière fois, je publie
là-bas de manière exclusive tout ce qui est information sur les bombardements, de manière, je vais dire, quasiment en direct, toutes les petites informations comme ça sur les bombardements, les destructions, etc. Je publie souvent ça sur Telegram exclusivement. Là-bas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'algorithmes qui vous font du shadow banning ou ce genre de choses. Donc vraiment, suivez-nous sur Telegram, c'est super important. Je rappelle aussi que Donbass Insider est un média totalement indépendant. Nous ne recevons aucun fonds d'aucun gouvernement ni oligarque. Donc nous avons besoin de vous plus que jamais pour pouvoir continuer à faire notre travail. Je vous mettrai en description le lien vers la page Nous soutenir qui vous donne les informations nécessaires pour cela. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation et d'ici là, portez-vous bien.